Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré au numérique comme vecteur d'inclusion. Ce webinaire, il vous est proposé conjointement par l'Agence de l'orientation et par la GFIP, avec le concours du CARIFOREF de Normandie et de Numéum, que nous remercions. L'Agence de l'orientation, dans le cadre de ses missions, elle se doit d'informer les publics et elle se doit aussi de contribuer à favoriser l'accès à tous, y compris évidemment aux personnes en situation de Tu vas mettre handicap, le son, moi je vais le couper. à une orientation choisie. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que l'agence a déjà collaboré avec la GFIP, dans le cadre du recueil des parcours inspirants que vous voyez là à l'écran. Ce qu'on vous diffuse là, en fait, vous allez y avoir accès puisqu'on va vous envoyer le support et donc vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources qu'on va vous envoyer. Avec le webinaire d'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de mettre l'accent sur le numérique, à la fois le numérique comme secteur d'activité inclusif, comme autant d'opportunités pour les personnes en situation de handicap. Et puis aussi le numérique comme panel d'outils. Et donc, on va pouvoir aborder plusieurs questions différentes. Bien sûr, comment est-ce que le numérique peut contribuer à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des barrières à cette inclusion-là? Comment est-ce que entreprises et écoles, et je pense notamment aux supérieurs, peuvent s'adapter et être inclusifs? Alors, pour nous accompagner dans cette matinée et dans cette session, un beau panel d'invités. Donc, on va commencer par Maria. Bonjour Maria. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Donc, je suis chargée d'études et de développement au sein de la GFIP sur la thématique de la formation professionnelle. Merci Maria. On va accueillir également Guylaine Le Tourneur. Bonjour Guylaine. Oui, moi je suis chargée de mission d'animation du réseau des référents handicap. Je travaille pour le CARIFOREF de Normandie et, euh, et donc c'est sur le volet formation, donc auprès de tous les organismes de formation en Normandie. Super, merci Guylaine. Guylaine va nous Merci. guider à travers cette découverte de façon ludique. Vous allez le voir tout à l'heure. On a prévu quelque chose d'un peu interactif. Avec nous également Alexandra Bricou. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bienvenue. Donc Alexandra, vous êtes là au titre de Numéum Normandie. Exactement. Alors, je suis déléguée emploi-formation chez Numéum Normandie. Numéum, c'est le syndicat professionnel des entreprises du numérique, donc qui parle au nom des entreprises du numérique, qui met des actions en place, dont celle qui nous occupe aujourd'hui, au titre des entreprises du numérique. C'est parfait, merci. Également avec nous David Pierret. Bonjour David. Oui, bonjour. Donc moi je suis David Pierret, je gère Apsidea, qui est une entreprise adaptée, entreprise de services informatiques, donc dans les domaines du numérique. Voilà, avec un modèle de prestation. J'expliquerai tout ça tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup David. Avec nous Camille Terrol. Bonjour Camille. Bonjour. Alors moi, je travaille chez MRA, qui est une société qui fait des logiciels pour l'éducation supérieure. Et je suis là en ma qualité d'ingénieur logiciel. Merci beaucoup Camille, vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. On accueille également Kylian Brevard, donc Kylian, alternant au CESI, qui va nous faire part de son expérience. Avec nous également Florian Cyril, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom Florian. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis chargé d'accompagnement. J'accompagne les étudiants avec autisme dans l'association d'Issue de Normandie. Merci Florian. Pascal Lobréau, bonjour. Oui, bonjour. Donc moi, je suis chargée de mission pour la ressource handicap formation sur les volets compensation et accessibilité. Et donc pour vous présenter quelques petits outils numériques tout à l'heure. Sur ce que vont nous présenter Catherine et Souna. Bien sûr, donc Catherine Roméo est maître de conférence au sein de l'IUT de Rouen. Et Souna fait partie d'un projet également, donc il est également étudiant au sein de l'Université de Rouen. On a collaboré donc sur un projet avec eux qui s'appelle Existence numérique, qu'on va pouvoir vous présenter un petit peu plus tard, qui est un projet innovant d'accompagnement des personnes en situation d'électronisme. Le but, en fait, de ce projet, c'était de fusionner les compétences techniques informatiques de l'IUT et de l'Université de Rouen avec l'expertise accessibilité de la GFIP pour pouvoir concevoir une plateforme d'accompagnement des personnes en situation d'électronisme qui prennent en compte toutes les notions liées à l'accessibilité numérique. Donc, vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand on vous fera un petit partage d'écran et qu'on vous montrera toutes les fonctionnalités. Mais le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ne savent pas utiliser les outils numériques et de leur proposer un guide, entre guillemets, pas à pas pour pouvoir se les approprier. Voilà, dans une démarche d'accompagnement
pour qu'elles puissent avoir les bases du numérique. Merci beaucoup, Maria. Donc, l'objectif, évidemment, ne pourra pas être exhaustif sur la question en 1h30, mais c'est de vous permettre de découvrir surtout les acteurs du numérique inclusif en Normandie pour que vous soyez conseiller en évolution professionnelle, que vous travaillez en organisme de formation, pour que vous connaissiez les dispositifs, les outils et les acteurs, ressources pour vous sur cette thématique-là. Maria, je vais directement te redonner la parole, puisque c'est toi qui ouvre le bal pour nous éclairer sur les enjeux de cette question-là. Merci Alexandra. Comme vous le savez peut-être, l'année dernière, donc la thématique de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc la SEPH 2023, c'était justement le numérique comme vecteur d'inclusion. Et plus précisément, le numérique est-il un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap? À partir de ce moment-là, on a commencé à s'intéresser vraiment de manière plus approfondie à ce sujet. Et ça a été un travail de toute une année, donc depuis le mois de novembre 2023. On a vraiment essayé de faire une étude de terrain auprès des centres de formation normands, auprès des entreprises. On a essayé de sonder un petit peu les besoins pour voir comment pouvons-nous y répondre. Et donc, dans un premier temps, on a mis en place donc, ce projet, cette collaboration avec l'Université de Rouen que je vous ai mentionné tout à l'heure, pour pouvoir trouver une solution et créer quelque chose qui accompagne les personnes en situation d'électronisme, sachant que ce projet, en fait, il peut être utilisé par toutes et tous, même si on n'est pas en situation d'électronisme, même si on n'est pas en situation de handicap. Le but, c'était vraiment de travailler dans un état d'esprit de vulgarisation, de simplification et d'apporter des solutions vraiment faciles d'accès pour tous. Donc voilà pour ce projet qu'on a mené. On a également collaboré avec Alexandra Badetz de l'Agence régionale de l'orientation pour pouvoir se documenter, trouver des sources fiables, essayer d'approfondir un petit peu la thématique. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on a entre 15 et 20% de personnes en France qui se disent en situation d'électronisme. Donc, pour rappel, comme j'ai dit tout à l'heure, l'électronisme, ce sont des situations, donc des personnes qui ne maîtrisent pas les bases du numérique et qui ont besoin donc d'un accompagnement. À quoi sont dues les situations d'électronisme? Il peut y avoir des facteurs vraiment variés. Ça peut être tout simplement la transition numérique qui n'a pas été vécue de la même manière par toutes et tous. C'est vrai qu'il y a aussi un facteur générationnel parfois. Il y a des personnes qui se sont appropriées les nouveaux outils numériques, puisque le numérique va très très vite, qui se sont appropriés ces outils-là de manière assez instinctive, mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc, comme je l'ai dit, le numérique, c'est un secteur qui va très vite avec des innovations, de nouvelles fonctionnalités. Et donc, le but, c'était vraiment d'essayer de faire une sorte de remise à niveau et de proposer quelque chose qui permette de revoir les bases, mais vraiment à quoi servent, par exemple, les différents types de curseurs, comment créer une adresse mail, comment me connecter, qu'est-ce qu'une application, etc. Je vais vous donner un petit exemple concret de la vie quotidienne. Une personne qui a perdu son mot de passe, par exemple, pour se connecter sur son compte Gmail. Si on lui dit, c'est facile pour récupérer ton mot de passe, tu fais une demande de réinitialisation. On va t'envoyer un code sur ton adresse mail et ça va te permettre de créer un nouveau mot de passe. Il faut que la personne puisse comprendre ce qu'est une adresse mail, qu'est-ce que veut dire réinitialiser, qu'est-ce qu'une application, pourquoi les applications existent, comment on fait pour s'en servir, quelle est leur utilité, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider dans la vie quotidienne. Voilà. Donc le but, on a conçu donc avec l'IUT de Rouen un glossaire vulgarisé en utilisant autant que possible le FALC, donc le facile à lire et à comprendre, pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Je voulais également vous donner une petite information. En 2022, le défenseur des droits a dit que plus de la moitié des démarches administratives sont impossibles pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est quand même énorme, plus de la moitié. Sachant qu'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, la plupart des démarches administratives sont numérisées. On a besoin absolument de savoir utiliser ces outils. Et donc, comme vous le verrez tout à l'heure, on a également proposé, dans le cadre de ce projet, un accompagnement
pour le volet administratif, le volet santé, le volet communication. Comme ça, les utilisateurs peuvent utiliser la plateforme en fonction de leurs besoins. Je voulais aussi vous parler, donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Je voulais vous parler de la ressource handicap formation, qu'en fait, c'est un service AGFIP. La ressource handicap formation en Normandie est constituée de 4 volets différents. On a l'accessibilité de la formation. Donc, la ressource handicap formation accompagne les structures de formation pour qu'elles puissent répondre aux critères d'accessibilité. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard, mais l'accessibilité, c'est une notion très, très vaste qui ne concerne pas uniquement que l'accessibilité des locaux, des bâtiments, mais aussi tout ce qui va être, par exemple, contenu pédagogique. C'est vraiment quelque chose de très concret. On a le deuxième volet qui porte sur la compensation du handicap. Donc la compensation du handicap, ça peut être par exemple dans le cadre d'accompagnement d'apprenants, proposer des solutions concrètes à des situations données en essayant d'évaluer les besoins et de proposer par exemple des aménagements des situations de formation avec des outils innovants, etc. Donc ces 2 premiers volets de la ressource handicap formation sont portés par l'ALFEP, qui est présent aujourd'hui. Donc, on a Pascal Lobréau de l'ALFEP, de la ressource handicap formation, qui va pouvoir nous parler tout à l'heure des technologies innovantes qui existent pour compenser le handicap en formation. Et on a 2 autres volets, donc l'animation de réseau, que vous voyez là. Donc, on parle bien du réseau de référents handicap normand, qui est porté par Guylaine Le Tourneur, qui va pouvoir également intervenir tout à l'heure sur un format interactif. Et on a également la professionnalisation des référents handicap qui est aussi portée par Guylaine Le Tourneur, donc par le Cariforef de Normandie. Voilà, je voulais vous parler de ce service parce que la ressource handicap formation, comme je l'ai dit, qui est un service AGFIP porté par deux GIP normands, permet aussi de répondre à ces besoins d'accompagnement et proposer des solutions pour tout ce qui est compensation, mais aussi professionnalisation, accessibilité et animation de réseau. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est une fois qu'on vous enverra le support de ce webinaire, de consulter en détail les liens et les vidéos qu'on vous fournira pour que vous puissiez entrer en contact avec la ressource handicap formation si besoin et en tout cas comprendre mieux cette offre de service. Voilà. Est-ce que, sur ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou pas encore? N'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main si vous voulez nous faire part de questions. Absolument. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vais enlever ma présentation. Vous la retrouverez, comme je l'ai dit, dans le support du webinaire. Voilà. Donc, en quelques mots, pour aller vite, c'est une collaboration qui implique plusieurs acteurs de la formation en Normandie, de l'orientation, de l'accompagnement. Et voilà, je vais laisser donc la parole au prochain intervenant. Eh bien, c'est Guylaine qui va nous réveiller et nous mettre en action. Donc, merci d'avance, Guylaine. Je te laisse la main. Oui, donc bonjour à tout le monde pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Donc, moi, je vais vous proposer un petit quiz avec Bicast. Donc, je vous envoie le code dans le chat et je vais tout de suite partager mon écran. Donc, on va commencer par une petite activité brise-glace. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, le numérique comme vecteur d'inclusion, vous avez soit le petit code, donc 07 49 69 à rentrer, ou encore plus simple, je vous projette le QR code de la session. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou bien le faire sur votre ordinateur comme vous le souhaitez. Donc, je laisse une petite minute pour que vous puissiez rejoindre la session. Et c'est plus sympa si tout le monde nous rejoint. Après, rien d'obligatoire. Voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment très intuitif. Vous n'avez pas besoin de créer de compte ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste entrer le code sur bicast.com et vous accédez directement à l'activité. Ok, alors, donc, une petite activité brise-glace pour savoir dans quel état d'esprit vous participez
à cette réunion. Donc, est-ce que vous êtes plutôt explorateur, donc avide de nouvelles découvertes, shopper, c'est-à-dire une bonne idée à trouver par ici, je prends, donc toujours à la recherche de bonnes idées, vacancier, bon, c'est une visio sur quoi déjà, ou alors, mais pourquoi je suis là? Donc, je vais vous mettre sur cette page et l'objectif, c'est de prendre une petite gommette ici. Donc, vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer comme vous le souhaitez. Et l'objectif, ça va être de prendre une petite gommette et de la mettre dans est-ce que je suis explorateur, vacancier, shopper. Donc, les petites gommettes sont en bas. Ça bouge, pas mal d'explorateurs, pas mal de shoppers. On n'a pas de vacanciers, mais je ne suis pas étonnée. Mince, on a des prisonniers. Ah non! Ben, on va vous libérer, on va vous dire pourquoi vous êtes là. Ok, donc oui, on a en tout cas principalement des explorateurs. Ok, c'est bon. Vous êtes sur handicap chiffre clé, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, parfait. Donc, moi, je me suis présentée tout à l'heure. Donc, j'anime le réseau des référents handicap de tous les organismes de nation normand. Elle est donc animatrice du réseau de référents handicap normand. C'était juste voilà, pour vous spécifier que mon rôle. Et donc, on va commencer par le petit quiz. Vous allez avoir 30 secondes pour chaque question. Quel est le taux de personnes en situation de handicap invisible par rapport à la somme de toutes personnes en situation de handicap? C'est parti, on a 30 secondes. Donc 20%, 40%, 60 ou 80. Donc, quel est le taux de personnes en situation de handicap invisible? 20, 40, 60 ou 80%? Il vous reste quelques secondes seulement. Ouais, 2 secondes. Ah bah, pas mal. Bravo. Donc, 65,9% de bonnes réponses. Donc, très bien. C'est ça, il y a bien 80% de handicap invisible. Donc, handicap sensoriel, cognitif, maladie invalidante, pour donner quelques exemples. Donc, je vous propose donc de regarder cette vidéo. J'espère que ça fonctionne, sinon je vous laisse regarder en autonomie. N'oublie pas de partager l'audio. C'était fait, ouais. Ceci est un test pour éprouver votre sens de l'observation. Okay. Saurez-vous deviner qui est porteur d'un handicap invisible dans cette scène? Vous avez 15 secondes. 3, 2, 1. C'est vrai que toi, c'est celui qui est amoureux, qui est amoureux. Bah, non, j'ai pas vu. T'as vu comment il regarde? Sophie? Si vous pensez qu'il s'agit du collaborateur E, félicitations, vous êtes un bon observateur. Il était possible, à la finesse de sa jambe et à la jonction de sa cheville, de deviner qu'il porte une prothèse. Mais vous auriez également eu raison si vous aviez répondu A, B, D, G, H, J et L. Revenons sur quelques détails qui auraient pu vous échapper. Nathalie souffre d'une déficience auditive, ce qui ne l'empêche pas d'écouter Khalid attentivement grâce à son appareil auditif. Khalid est atteint d'un diabète de type 2. Ses horaires ont été aménagés de manière à ce qu'il puisse se rendre régulièrement à ses examens médicaux. Ses collègues le savent et font preuve de compréhension à son égard. Liane est atteinte d'une lombalgie. Un fauteuil ergonomique ainsi qu'un repose-pied ont été mis à sa disposition pour soulager son dos. Barry porte des semelles orthopédiques financées par l'entreprise afin de lui permettre de se déplacer sans souffrance lorsqu'il se rend en réunion dans les différents centres et agences de son entité. Sophie travaille de longues heures sur une suite bureautique. Une souris et un clavier ergonomique lui permettent de reposer ses métacarpiens et soulager ses troubles musculo-squelettiques. Daniel profite de sa période de mise en situation en milieu professionnel pour découvrir un nouvel environnement professionnel. Il met à profit ses 20 ans d'expérience opérationnelle sur un chantier dans un bureau d'études. Patrick enfin dispose d'un véhicule société ayant une boîte automatique afin de soulager son arthrose lorsqu'il conduit pour se rendre sur chantier en tant que conducteur travaux. Revoyons la scène à la lumière de ce que nous savons. Alors,
voilà pour la petite vidéo pour revenir sur les différents types de handicap et d'aménagement possibles. Je reviens donc sur mon quiz. Attention, donc on va passer à la deuxième question. Donc Maria vous a présenté, vous a redéfini l'électronisme. Donc, quel est le taux de personnes en situation d'électronisme en France? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, entre 1 et 5%, entre 5 et 10%, entre 10 et 15%, ou entre 15 et 20%. Donc oui, savoir utiliser les ressources numériques courantes, c'est devenu presque aussi indispensable aujourd'hui que savoir lire, écrire, compter. Donc, ne pas avoir accès à Internet, ça représente un réel handicap. 2 secondes. Alors, très bien. Donc oui, vous êtes bien informé par rapport aux statistiques en lien avec le handicap, l'électronisme. Bravo à vous. Alors, le numérique, vecteur d'inclusion ou d'exclusion. Donc, le numérique exclut quand l'environnement est inaccessible et les outils mal conçus. Le numérique favorise l'autonomie et l'égalité des personnes en situation de handicap quand les outils sont adaptés ou maîtrisés. Donc, c'est ce que spécifiait tout à l'heure Maria sur le fait qu'il y ait effectivement plus de 60% des démarches administratives qui demeurent hors de portée des personnes en situation de handicap et ça crée un sur-handicap. Donc, on va passer à la question suivante. Là, on va passer à un nuage de mots. Donc, vous allez avoir 2 minutes pour me répondre à cette question. Donc, quelles innovations ont été créées au service de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap? Donc, ça peut être des innovations numériques, évidemment, mais plein d'autres possibilités. Vous pouvez écrire plusieurs mots et s'il y a plusieurs occurrences, ça va être plus grand. Donc, lieu de travail adapté, glossaire, service civique, SMS. Oui, effectivement, les SMS étaient une invention née du handicap. Je ne sais pas si j'ai vu, mais il y a aussi la télécommande. Je ne sais pas si vous savez, mais la télécommande était une invention destinée de base, comme les SMS, à... Oui, voilà, je le vois ici. Le Falk est celui qui revient le plus, je pense, puisqu'il est en plus grand. Le télétravail, ça va très très vite. Vous êtes très inspirés, c'est cool. Synthèse vocale, dictée vocale. C'est bien parce que dans les réponses juste une petite observation. Oui, Dans les réponses que vous apportez, c'est vraiment très intéressant parce que vous traitez à la fois le handicap psychique, le handicap moteur. Il y a vraiment tout type de réponses. Donc, c'est parfait. Je trouve que les réponses sont complètes. N'hésitez pas à répondre vraiment plusieurs. Si vous avez plusieurs idées, n'hésitez pas à les écrire. Donc oui, certaines applications sur smartphone. Il vous reste 15 secondes, mais en tout cas, je suis contente, vous êtes inspirés. D'ailleurs, je vois qu'il y a un participant qui a mis l'IA, donc l'intelligence artificielle. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler un peu tout à l'heure lors de la présentation du projet Existence numérique, mais très bonne observation en tout cas. Ok. En tout cas, voilà le résultat de la participation on est 60 aujourd'hui. Donc, merci à vous pour la participation. Et on va terminer sur des statistiques. Une petite question sur, selon la GFIP, combien de postes seront à pourvoir dans les métiers du numérique en 2025? Donc 50 000, 100 000, 150 000 ou 200 000. Donc il vous reste 20 secondes. Selon la GFIP, combien de postes seront à pourvoir dans les métiers du numérique? 10 petites secondes, donc 50 000, 100 000, 150 000 ou 200 000. Et donc, c'est 150 000 avec 43% de bonnes réponses. Alors,
Voilà, merci pour votre participation au quiz. Donc, je termine sur voilà, cette information sur l'emploi progresse 2,5 fois plus vite dans le numérique que dans les autres secteurs. Donc, merci pour votre participation et puis j'arrête du coup mon partage pour rendre la parole. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, si vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant, on va continuer exactement sur cette thématique-là, sur les opportunités d'emploi dans le numérique et notamment pour les personnes en situation de handicap, puisque c'est Alexandra Bricou qui va maintenant prendre la parole pour nous parler de cette thématique-là très précisément. Alexandra? Oui, je suis là. Rebonjour à tous. Donc, je me représente rapidement. Donc, je suis déléguée emploi-formation chez Numéum Normandie. Numéum, pour faire simple, comme je le disais tout à l'heure, c'est le syndicat professionnel qui va représenter toutes les entreprises du numérique. Notre job, alors à Paris, c'est d'aller parler avec les ministères, notamment aussi concernant l'inclusion, la diversité, etc. En local, c'est évidemment de mettre en musique toute cette stratégie et donc de mener des actions à destination de tout public pour, en tous les cas pour ma partie, pour tout ce qui est lié à l'orientation, l'emploi, la formation. Alors, une première chose à savoir sur le secteur du numérique, alors je pense qu'il y en a plein qui le savent déjà, parce que je vois plein de noms connus dans les participants, c'est qu'on est plutôt une locomotive qui fait avancer la croissance de la France. C'est-à-dire qu'on est sur une croissance de 5% dans ces métiers-là, qui est largement plus que la croissance que l'on connaît générale en France actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérique, quand il y a une croissance, ça embauche. Et quand ça embauche, on ouvre nos chakras, c'est la bonne nouvelle. Donc, très clairement, le métier du numérique, les métiers du numérique, puisqu'il y en a plus de 80, donc la branche globale, elle est en pleine évolution en matière d'inclusion. On a aujourd'hui l'inclusion, on dépasse les obligations légales. Donc, on enfonce une première porte ouverte. Qui que vous conseillez ou quelque public que vous ayez autour de vous, en situation de handicap ou pas, aujourd'hui, il y a une volonté de la majorité des entreprises du numérique d'aller sur l'inclusion. On n'est pas obligé de les pousser à coups d'avantages pour les inciter à. C'est quand même notable parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur-là. C'est pas forcément la tendance il y a 20 ans. Et aujourd'hui, vous parlez avec un directeur d'entreprise du numérique, quelqu'un du service ressources humaines, du recrutement. Ils n'ont que faire de situations de handicap. Enfin, j'entends par là, ils n'ont que faire, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ça comme un frein et une limite. Aujourd'hui, il y a un tel besoin dans les métiers du numérique, et ça s'est finalement tellement démocratisé, qu'il y a plus de réserve sur le fait d'embaucher, de recruter, de former des personnes en situation de handicap. Ça, il faut vraiment bien l'entendre parce qu'on sait bien que si vous-même, vous avez des freins ou des croyances, vous ne parlerez pas de ces métiers-là à vos publics. Et pour le coup, ça serait dramatique. Il y a une perte parce qu'aujourd'hui, il y a un tel besoin de recrutement que les entreprises n'ont plus aucune limite à diversifier les profils. Ça, c'est quand même bien enregistré. Les mœurs sont quand même bien évoluées. On a chez Numéum notamment un programme qui s'appelle Numérique Emploi. Bon, l'objectif, c'est d'embarquer les demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique en reconversion ou en perfectionnement. On voit plusieurs personnes en situation de handicap dans ce programme Numérique Emploi. Le but, c'est de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises. On n'a jamais une entreprise qui les reçoit, qui nous dit « Oh là là, tel handicap ». Alors, vous allez me dire « Oui, évidemment, on ne le dit pas à l'hygiaphone », mais on sent bien que ce n'est pas une limite dans le recrutement. Bon, ça, c'est pour le dispositif. Aujourd'hui, il y a plusieurs leviers qu'on peut mettre en place dans le numérique pour favoriser les talents qui seraient porteurs de handicap à aller dans nos métiers et pour leur permettre d'être employables. C'est la formation avant tout. Il y en aurait 3. Donc, c'est la formation. Il est indispensable pour nous, entreprises du numérique, d'augmenter la présence de personnes en situation de handicap dans les écoles, dans les formations spécialisées en numérique.
Parce qu'évidemment, si on ne va pas les chercher, si on ne leur fait pas savoir, si on ne va pas les chercher, ça fera moins de personnes formées. Elles ne seront pas formées, évidemment, elles ne peuvent pas être embauchées. Donc, il y a une volonté du secteur aujourd'hui d'aller parler, avant même l'orientation, à tout public, notamment donc, celui qui nous occupe aujourd'hui, toutes les personnes en situation de handicap, mais je pourrais vous dire la même chose pour la féminisation de ces métiers du numérique, pour la diversité. Encore une fois, pas de limite dans le numérique sur la typologie de personnes qui peuvent y travailler. Mais évidemment, pour résoudre ce problème de recrutement dans les entreprises, il faut absolument que dans l'école, les formations spécialisées en numérique, on puisse aller toucher, faire savoir à toutes ces personnes de situation de handicap qu'elles sont les bienvenues. Voilà, donc ça, c'est déjà un gros morceau. Et bien, comment on le fait savoir? Et ben, en vous le disant, déjà, voilà. En vous disant de ne pas vous mettre de limites pour ne pas leur en mettre. Et au contraire, allons-y, faisons des journées d'information, faisons toutes sortes d'événements, comme on pourrait faire spécial femmes, spécial seniors. Et ben, faisons des journées d'information spéciales public porteur de handicap. Je fais une petite aparté, même si j'aime pas mélanger les genres. Je suis déléguée emploi formation chez Numéum, mais je suis aussi directrice de l'école 42 au Havre. C'est un bon vivier et un bon endroit d'école de formation, et c'est pas la seule, où moi-même, alors je suis maman évidemment, j'apprends plein de choses tous les jours. Le métier, le secteur de tout lié aux personnes en situation de handicap, c'est pas mon secteur au départ. Je le découvre, j'en apprends tous les jours. Je tombe de ma chaise tous les jours en voyant ces personnes qui nous ont déclaré une situation de handicap, leur évolution. Parce que, et bizarrement, c'est pas du tout, enfin non, c'est pas bizarre, c'est pas du tout les personnes dont le handicap est visible. On a beaucoup de personnes avec des troubles autistiques, Asperger, c'est pas forcément malvoyants ou handicapés moteurs. Incroyable comment ces personnes s'épanouissent dans le numérique. Leurs propres parents nous écrivent en disant en un mois, ils ont changé. Donc, eux-mêmes étaient sceptiques, les parents, en disant oh là là, qu'est-ce que ça va être ce secteur pour eux? Donc, vraiment, levez toute barrière de votre côté. Deuxième chose qu'on peut faire en plus de la formation, mais ça serait classique à toutes les entreprises, c'est aussi l'aménagement des environnements de travail. Et c'est des actions sur lesquelles on communique auprès de nos entreprises. Il y a l'environnement de travail, évidemment, en fonction du handicap, mais il y a aussi tout ce qui va permettre d'arriver jusqu'à l'environnement de travail. On peut mettre un beau grand écran si c'est un problème, un handicap visuel. On peut mettre des grandes allées si c'est un handicap moteur. Mais tout ça pour dire que si l'accès jusqu'à l'entreprise n'est pas facilité, j'entends par là l'accès aux locaux, les moyens de transport. Voilà, on aura beau faire l'entreprise la plus inclusive possible, mais en tant que nous, syndicats, notre job, c'est aussi d'aller parler à tout ce qu'il y a autour de l'entreprise. C'est aussi les pouvoirs politiques. Comment on fait pour adapter le handicap dans les moyens de transport et dans l'accès. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas juste là pour nous occuper de nos entreprises, mais aussi de tout ce qu'il y a autour pour faciliter la venue des personnes en situation de handicap. Voilà, donc c'était un peu... J'ai fait les deux derniers en même temps pour ne pas manger le chrono d'Alexandra, parce qu'elle m'a dit à 5 minutes. Donc, trois leviers pour nous et sur lesquels on mène des actions. Donc, la formation, ça passe notamment par Numérique Emploi et on pourra en reparler pour ceux qui veulent plus d'infos parce que si vous êtes derrière, si vous gérez des publics en tant que conseiller, notamment demandeur d'emploi, et ça vous intéressera. L'aménagement des environnements de travail, ça passe par des formations qu'on organise pour les managers dans les entreprises du numérique, managers de la diversité, comme on appelle, et puis accessibilité globale, comme je viens de vous le dire. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. On a une question de Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai une question toute bête, je reviens un petit peu sur le départ. C'est qu'est-ce qu'on entend par handicap? Parce que là où moi je me rends compte, on généralise, alors effectivement il y a 80% de handicap, mais tout le monde n'est pas reconnu handicapé. Par exemple, quelqu'un qui a un siège ergonomique, on dit elle a un problème de dos, elle a une lombalgie, mais elle n'est pas handicapée, elle n'est pas RQTH. Donc moi, en fait, c'est très important dans mes accompagnements et je voudrais savoir à quel moment on dit qu'une personne bénéficie de tous ces accompagnements et des aides, notamment de la GFIP, et quand est-ce qu'elle n'en bénéficie pas. Parce que là, en fait, moi, je trouve qu'il y a un peu un vide. Il y a des gens qui ont des indemnités et qui ne sont pas RQTH. Il y en a qui sont RTH. Et je suis totalement perdue pour savoir à quel moment on dit tu as le droit ou tu n'as pas le droit à ce dispositif. Voilà, Maria, je pense que c'est pour toi. Merci pour votre question, Céline.
Donc déjà, pour répondre à votre première question, qu'est-ce que le handicap? En fait, on considère que toute situation qui entraîne une limitation d'activité, une restriction à la participation à la vie sociale ou à la vie professionnelle est considérée comme un handicap à partir du moment où ça a des effets durables ou définitifs. Donc, le handicap, c'est une thématique très vaste, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être un handicap psychique, moteur, etc., sensoriel, etc. Au sein de la GFIP, on a effectivement une offre de services très variée qui permet de répondre aux différents besoins de personnes en situation de handicap. Alors, il faut effectivement que les personnes aient déposé une demande de RQTH. Donc, pour rappel, la RQTH, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et à partir de ce moment-là, on peut accompagner financièrement donc la personne, mais ça peut être également une entreprise ou une structure de formation qui fait la demande pour accueillir un employé ou un apprenant en situation de handicap. Voilà. Après, il y a plein de thématiques connexes. Dois-je parler de ma RQTH ou non? Il y a la thématique de l'acceptation du handicap aussi. Comment on accepte sa propre situation? Est-ce qu'on dépose la demande? Est-ce qu'on accepte sa propre situation pour pouvoir déposer la demande auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, et en faire la demande? Voilà. Il y a aussi la prise en compte du handicap, la prise en compte de sa propre situation, comprendre sa propre situation et savoir mettre des mots sur sa situation, qu'elle soit physique, psychique, etc. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, oui, merci. C'est juste que j'ai un petit truc. En fait, je fais toujours référence à la vidéo. La vidéo, on voit quelqu'un qui a de l'arthrose, qui a des problèmes au niveau des pieds. Et ça, pour moi, ça ne rentre pas au niveau de la MDPH. Donc, en fait, de dire que ça, ce sont des handicaps, elle est handicapée parce que ça, c'est la limite. Mais je trouve que le mot, par rapport à tous les besoins qu'ont quelqu'un qui est reconnu RQTH, on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Quelqu'un qui a de l'arthrose, c'est une maladie. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau des pieds, c'est une maladie, une lombalgie, et ça se soigne. Et on voit bien que là, le domaine médical, il ne suit pas du tout... comment dire, pour qu'il y ait une prescription et qu'une personne soit accompagnée pour qu'elle soit MDPH, je trouve que c'est très restrictif, et de mettre l'arthrose, la lombalgie là-dedans, je trouve que ça perturbe. Enfin, moi, ça me perturbe. En fait, il y a autant de handicaps il y a autant de situations de handicap que de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple, la dyslexie par exemple. La dyslexie peut être reconnue handicap à partir du moment où elle est vraiment très sévère et où elle va avoir un impact vraiment très important sur l'insertion socio-professionnelle, sur la vie quotidienne, etc. Et où elle est, et donc elle peut aboutir à une demande de RQTH. Mais en fait, l'erreur, ce serait de classifier en disant, bon, bah, l'arthrose, c'est un handicap, oui ou non. En fait, ça va être plutôt un comité interdisciplinaire au sein de la CPAM, il me semble, qui va pouvoir délivrer la RQTH en prenant en compte différents facteurs. Donc, il y a l'analyse de la situation de la personne. Donc, ça ne va pas être en fait une délivrance en fonction du type de handicap, mais ça va être une délivrance en fonction de l'étude de la situation de la personne. Et c'est effectivement, comme l'a publié donc la GD dans le chat, c'est le médecin qui détermine. Donc, c'est le comité en fait pluridisciplinaire qui prend la décision de délivrer ou non la RQTH. Voilà. Parfait, merci beaucoup Maria. Je pense que c'était important de revenir sur cette définition-là. Donc, merci Céline pour la question. On va continuer avec notre prochain intervenant. Donc, je vais partager les slides qu'il m'a confiés. C'est David Pierret d'Absidea. Alexandra Abricou parlait tout à l'heure de comment les entreprises peuvent être plus inclusives. Eh bien, je crois que là, David va pouvoir nous éclairer sur la question. Eh bien, merci. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter Absidea. Donc, déjà, en préambule, Absidea, nous sommes une entreprise adaptée avec un agrément normand, puisque nos bureaux, on a un établissement à Vernon, dans l'Eure. Voilà, donc on a cet agrément depuis 2019, date de notre création.
Je veux bien le slide suivant, merci Alexandra. On appartient à un groupe, le groupe Abside. On a été créé sous l'impulsion du président de l'époque qui est parti entre-temps, voilà, mais qui voulait donner à Abside une autre dimension vis-à-vis du handicap. On avait déjà une mission handicap, on avait déjà beaucoup de bienveillance et dans un esprit d'entreprise responsable, notamment vis-à-vis de ses salariés et vis-à-vis du bien-être de ses salariés. Et donc, on a voulu donner une impulsion différente en créant cette EA, spécifiquement dans nos métiers, puisque nous, nos métiers sont exclusivement des métiers du numérique, et particulièrement avec un modèle qui est le modèle de prestation pour nos clients. Donc, le métier d'Abside-EA, c'est d'embaucher des salariés, de les mettre en mission chez ses clients sur des missions informatiques. On verra un petit peu après au niveau des métiers, mais on fait du développement, on fait du test logiciel, on fait du service desk informatique pour dépanner les postes de travail des utilisateurs. On fait aussi de l'ingénierie ou de la gestion de projet dans différents domaines. On a notamment 4 gros clients que sont Covea. Donc Covea, c'est GMF, MMA et MAF. Donc c'est un groupement d'assureurs. Airbus, que tout le monde connaît évidemment, où là on fait plutôt de l'ingénierie aéronautique avec évidemment quand même toujours cette couche informatique. AXA, chez qui on fait du test logiciel, et Crédit Agricole, chez qui on fait du développement COBOL. Dans tous les cas, le modèle, c'est nos salariés travaillent pour un client. Ça peut être chez eux, dans leurs locaux, ou ça peut être dans nos locaux à distance pour le client. Dans tous les cas, le principe, il est simple, c'est que il y a une problématique aujourd'hui sur le marché de l'emploi, ou en tout cas le marché des compétences dans le domaine de l'IT. Nous, ESN, on a, et les ESN ordinaires, hein, je parle de New ESN, mais le marché des ESN a énormément de mal à recruter des gens. Les talents sont rares, le marché est tendu, les clients ont beaucoup de besoins. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'est un métier qui embauche, mais dans le modèle ESN, c'est un marché tendu. Donc, il y a une pénurie de talent, un manque de talent. Et effectivement, il y a certains cas où il y a certaines façons d'approche qui permettent de déverrouiller pas mal de choses, notamment à travers des pépinières de talent, comme on l'a fait chez Crédit Agricole et AXA, où on a mis 15 personnes au travail sur ces 2 comptes-là, 8 chez Crédit Agricole et 7 chez AXA, à travers un modèle très simple qui est fondé sur le CDD tremplin. On est allé chercher des personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi, un peu effectivement désabusées dans leur parcours professionnel, qui avaient entendu que le métier du numérique était un tremplin, qui avaient envie de se reconvertir. Donc on les a formés. On les a intégrés chez nos clients avec un encadrement bienveillant, avec tout un dispositif adapté à cette intégration chez le client, à cette façon de travailler. Évidemment, toute la partie technique pour leur apprendre le métier, pour leur donner une aisance de départ, et puis après, tout un suivi pour leur monter en compétences techniques. Donc la pépinière, c'est un premier vecteur qui a plus effectivement un objet de reconversion dans les métiers du numérique et effectivement de tremplin vers ces métiers, où après, derrière, nous, notre objectif, c'est qu'ils soient embauchables, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour gérer la carrière de nos salariés pendant 5 ou 10 ans comme une ESN ordinaire. Quand nos salariés se font embaucher par le client final, c'est une vraie réussite. Donc c'est ce qui est arrivé là récemment chez AXA, on a eu 3 embauches sur la pépinière de 7, donc on est super content. Et il y a eu une embauche aussi chez Crédit Agricole récemment. Et je pense qu'à horizon fin 2024, début 2025, il y aura d'autres embauches sur ces pépinières parce que les talents ont vraiment pris en compétence et leur employabilité est maintenant évidente pour les clients, avec de l'autonomie, avec du savoir-faire et avec surtout une parfaite intégration dans ce monde du travail de l'informatique. Et puis, il y a la partie assistance technique, parce que c'est aussi quand même le gros de notre activité. C'est que là, on a des clients qui émettent des besoins. J'ai besoin d'un développeur Java, j'ai besoin d'un testeur logiciel, j'ai besoin d'un ingénieur sur une ligne d'assemblage Airbus. Voilà. Et donc là, on répond à ces besoins. Et là, en général, on va chercher des gens plutôt qui ont déjà de l'expérience, qui sont en situation de handicap, mais avec une expérience
petites ou importantes. Et là, c'est pareil, ça nous permet en fait de les accueillir dans un cadre bienveillant, parce que souvent, ils ont eu des expériences dans d'autres entreprises qui n'étaient pas des EA, et ils ont eu l'impression d'être un peu des faire-valoir, voilà, du genre, voilà, on prend des personnes en situation de handicap parce qu'on est obligé de le faire, c'est bon pour les chiffres, c'est bon pour l'image, nos clients nous demandent de faire de l'inclusion, donc on en fait. Mais derrière, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit, et c'est là où nous, on apporte quelque chose en plus dans les métiers de l'informatique, et ce à quoi nous, on tient, c'est justement cet encadrement, cette bienveillance, intégrer des personnes en situation de handicap, en fonction du handicap, c'est pas toujours simple. Et on a un cas extrêmement évident. On a intégré une personne non-voyante sur le plateau de développement COBOL chez Crédit Agricole. Et on a eu un problème avec ses outils à la fois pour son clavier, mais aussi et surtout son outil de transcription audio de ce qu'il code. Et donc, il y a eu tout un travail avec le client qui ont investi beaucoup de temps pour pouvoir changer l'outil. On a apporté la solution, mais ça a eu un impact sur leur informatique globale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a eu un vrai impact. Et donc, il a vraiment fallu faire des ateliers, voilà, des tests, et ça a duré 2 mois et demi à peu près, avant d'arriver à une solution où le nouvel outil permettait à nouveau à Abdel de travailler. Et le client a été patient, le client a été compréhensif, et ça aurait été impossible si nous, on n'avait pas eu cet encadrement, et surtout si on n'avait pas une équipe client dont on savait, nous, qu'ils étaient inclusifs et bienveillants. Et ça, malheureusement, les ESN ordinaires, quand elles embauchent des personnes en situation de handicap, elles ne se préoccupent pas vraiment de savoir l'état d'esprit de l'équipe client chez qui le salarié va aller. Ils le mettent là-bas, et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, c'est là où nous, on apporte notre double expertise, finalement, l'expertise du handicap et l'expertise de l'informatique. On peut passer au slide suivant. Et justement, donc, voilà, un petit retour d'expérience sur nos pépinières, pour terminer. Donc, on a en haut les 7 AXA, tests logiciels, et en bas, les 8 Crédit Agricole sur le COBOL. Ce qui a vraiment fait la différence pour ces pépinières, justement, c'est l'attention du client. Parce que comme c'est des gens qui sont destinés à travailler en mission pour un client, il faut que le client, lui, accepte d'avoir des juniors, de passer du temps avec eux et d'être patient sur leur montée en compétences. Sauf qu'on sait, et là je vous apprends peut-être quelque chose parce que c'est pas des choses auxquelles vous êtes forcément toujours confrontés, mais les clients aujourd'hui ont plutôt tendance à exiger des gens compétents et qualifiés. Les clients ont besoin, pour faire avancer leur projet, de gens qui ont déjà de l'expérience pour pouvoir tout de suite leur charger la barque, leur donner des projets importants, de l'autonomie, etc. Donc le modèle de reconversion où on a des gens qui apprennent l'informatique, qui arrivent chez le client et qui sont vraiment des juniors, tous les clients ne sont pas du tout prêts à accepter ça. Et il faut vraiment identifier, trouver, travailler avec les clients, les responsables achats, les responsables d'équipe, les responsables inclusion des clients en question. C'est vrai que nous, on travaille plutôt avec des grandes entreprises, hein. Donc ils ont tous des missions inclusion, ils ont tous un certain nombre de circuits qui permettent d'identifier les sponsors et les gens qui vont être plutôt attentifs à nos salariés pour pouvoir ne pas se tromper sur le projet humain. Parce que techniquement, de toute façon, il n'y a pas de compétences à valider ou à valoriser, ils viennent juste de finir une formation. Après, c'est vraiment le côté humain. Et ce qui a bien marché chez AXA et chez Crédit Agricole, c'est que connaissant les opérationnels et connaissant nos apprenants, on a su faire un match aussi en termes de personnalité. On s'est dit, tiens, Abdel, il ira mieux chez Jean-Michel, parce qu'on sait que Jean-Michel, voilà, il a cette bienveillance, il a cette attitude, etc. Nos salariés qui ont un TSA, un trouble du spectre autistique plutôt Asperger, voilà, avec des réactions qui sont parfois un peu difficiles à lire, on a trouvé des équipes où on les a briefés, évidemment, on les a accompagnés sur les postures, l'attitude à avoir dans certains cas, et on a trouvé des gens qui étaient plutôt réceptifs et bienveillants dans ce sens-là. Après, il y a plein d'autres types de handicap, hein. On a du handicap physique. Alors, Céline, tout à l'heure, vous parliez de voilà, avoir juste une lombalgie ou avoir juste... voilà, mais néanmoins, ça nécessite quand même des adaptations. Ça peut nécessiter de la souplesse vis-à-vis du client parce qu'il y aura des jours d'absence. Voilà,
On parle pas on n'a pas parlé, par exemple, de la maladie de Crohn. Nous, on en a 2 ou 3. Voilà, c'est plusieurs absences pour aller en rendez-vous médical, pour éventuellement subir une opération. Et tout ça, en fait, si nous, on n'a pas cette communication bienveillante avec le client, et si le client, lui, n'est pas réceptif à ça, ça marche pas. Voilà. Donc, c'est notre travail aussi, nous, de trouver des équipes clients prêtes à accueillir dans de bonnes conditions, avec notre appui et notre accompagnement, nos salariés en situation de handicap, avec tout ce que ça peut comprendre d'adaptation ou de souplesse dans les modes de travail. Voilà. Je crois Merci beaucoup, qu'il David. n'y a plus rien après. Je sais plus. Il y a une petite question Voilà. par rapport au slide. Non, effectivement. Il y a une petite question dans le chat, par contre. Les salariés qui sont en situation de handicap que vous accueillez, est-ce qu'ils ont tous une reconnaissance RQTH? Tous. En fait, aujourd'hui, Apsi2A est une des rares EA, je m'en félicite, à avoir 95% de salariés en situation de handicap. Mais parce qu'en fait, on a un avantage, c'est qu'on a le groupe Apside avec nous. Ce qui fait que souvent, les EA vont aller chercher dans le milieu ordinaire, donc des personnes sans reconnaissance, sans RQTH, plutôt de l'encadrement ou des experts, donc des profils plutôt assez confirmés. Mais ça, en fait, nous, on les prend chez Apside. Parce que nos pépinières, par exemple, on les a encadrées avec des experts et des managers Apside. Et donc, ça n'a pas nécessité qu'on les embauche nous, et donc d'avoir ce rééquilibrage éventuellement à 60 ou 70% de personnes en situation de handicap. Et on peut vraiment se concentrer, nous, sur le handicap et aller chercher nos experts dans le groupe Apside. Ce qui est un avantage pour nous et ce qui nous permet d'avoir ce taux d'emploi très élevé de personnes en situation de handicap pour une EA. D'accord. On a une question de Carole Leroy. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Donc moi, je suis conseillère France Travail à l'agence de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis référente numérique et référente handicap. Du coup, je voulais savoir si on pouvait avoir vos coordonnées pour que je puisse vous contacter. Bien sûr, bien sûr. Oui, on peut effectivement échanger ensemble pour voir. On avait récemment travaillé avec France Travail, donc nous on est dans l'Eure, donc plutôt à Évreux, enfin le département de l'Eure, voilà. Mais Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est le 27 aussi, non? Non, on est dans le 76. Nous. Ah, c'est 67. Ouais. Mais voilà, et donc on avait travaillé avec eux, parce qu'avec Cap Emploi 27 et avec France Travail 27, enfin on avait lancé une pépinière à Vernon de testeurs logiciels. Alors là, typiquement, par exemple, on se heurte. Donc la pépinière s'est terminée en avril et on leur a toujours pas trouvé de mission. Donc là, on se heurte un petit peu à 2 choses. C'est que malheureusement, la Normandie, c'est pas un territoire super actif en termes de numérique. Et ça, on l'a constaté. Soit parce que les gros clients qu'on essaye d'adresser, il y a la Matmut, il y a Ferrero, il y a un certain nombre de grands comptes tertiaires, mais il y a beaucoup d'industriels et d'agro. Et ces gens-là mettent pas beaucoup d'argent dans leurs informatiques. Ou en tout cas, ils en mettent, mais ils prennent pas forcément de prestations parce qu'ils n'ont pas de budget alloué à ça ou dans de faibles mesures. Et puis souvent, c'est des sites de production en Normandie. Et donc, les sièges avec l'informatique et tout sont plutôt en Île-de-France ou ailleurs. Voilà, donc on se heurte un peu à ça. Donc là, on est en train de travailler sur des pistes où en fait, ils vont, comme les gens du Crédit Agricole qui sont sur un plateau Apside à Lyon et qui travaillent pour le Crédit Agricole en France, là, on est en train de commencer à travailler sur des pistes hors Normandie, parce qu'on se rend compte que malheureusement, les faire travailler en Normandie, ça va être compliqué. Et donc, on commence à avoir quelques clients qui leur donnent des trucs, des projets avec lesquels on développe des petits sujets, mais à distance. Voilà. Oui, ok. Mais oui, Merci bien beaucoup. sûr, pour Saint-Étienne et pour le 76, autour de Rouen, moi j'essaye beaucoup de contacter la SERP, qui est une des très grosses entreprises du 76. J'ai lancé quelques bouteilles à la mer. Si vous connaissez des gens à la SERP, on pourrait travailler ensemble pour essayer de les attirer. Mais oui, avec plaisir. Alexandra, vous en chargerez? Oui, quand on va transmettre effectivement les slides, on pourra aussi transmettre les coordonnées des intervenants qui le souhaitent, bien sûr. Super, ok. C'est gentil. Merci beaucoup, David. Je me permets d'enchaîner parce que, en plus, les coordonnées sont déjà sur la slide. Donc, David, en fait, vous aviez anticipé. Et ben voilà. Les choses sont bien faites.
On va pouvoir enchaîner. Je pense qu'on a pris du retard, mais c'est normal. On s'en Pardon, doutait. ouais, On a des intervenants passionnés et passionnants. C'est normal. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Je vais laisser la parole à Camille maintenant. Camille Thérold d'Emera. Camille, pour que vous nous parliez un peu de vos missions et puis pourquoi vous avez choisi le numérique aussi et vous, votre situation à vous. Je vous en prie, Camille, est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, oui, je suis là, je suis là. Ouais, super. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos Euh, missions, Camille? ouais, alors Emera, c'est un éditeur de logiciels. Donc, on est une entreprise dédiée à la création d'un logiciel unique qui s'appelle Emera. On a le même nom que notre logiciel. Et c'est un logiciel, on appelle ça un ERP, c'est un logiciel de gestion qui, lui, est dédié au monde de l'éducation supérieure. Et on a des clients comme l'ESSEC ou HEC qui utilisent ce logiciel en interne pour gérer pas juste la partie pédagogique, mais toute la vie d'un étudiant, d'un apprenant, de quelqu'un en apprentissage. Chez Emera, moi, je suis ingénieur logiciel senior. Ça veut dire que je suis un petit peu plus expérimenté que mes collègues. Et mes missions au quotidien, ça va être divers, mais on va étudier comment développer des fonctionnalités sur la base d'expression de besoin, par exemple. Moi, j'écris beaucoup de code. J'encadre les développeurs moins expérimentés. Et puis, je suis aussi force de proposition technique auprès de ma direction. Donc, c'est moi qui vais venir en disant, bah, ça, je pense qu'il y a un risque, ou alors ça serait bien qu'on aille là. Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est pour vos missions. Et alors évidemment, on vous fait intervenir aujourd'hui parce que vous pouvez aussi nous parler de vous, de votre situation. Alors, vous avez une RQTH, hein, Camille, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous avez choisi le numérique en lien ou ça n'a rien à voir dans votre choix de parcours? Alors, sans aller trop dans les détails, mais c'est important d'avoir l'historique. Moi, j'ai été diagnostiqué HPI d'abord quand j'étais petit, j'avais 5 ans. Et en fait, comme tous les troubles du neurodéveloppement, ça ça va par lot. Et il y a environ 2 ans en arrière, après que mon père, lui, ait été diagnostiqué TDAH, on m'a encouragé à être diagnostiqué aussi. Et j'ai fait un bilan complet et j'ai plusieurs trucs. Donc j'ai un TDAH, j'ai des TSA, troubles de la modulation sensorielle, troubles de la communication sociale, donc toute une palanquée d'acronymes. Et en fait, avec le recul, c'est vrai que j'ai choisi l'informatique pour plusieurs raisons. Ça m'a toujours attiré de développer des logiciels parce que c'est une activité qu'on fait dans notre tête. On résout des problèmes, ça demande une grande capacité d'abstraction, il faut avoir envie de se torturer un peu le cerveau. Et c'est vrai que les handicaps que j'ai, troubles du neurodéveloppement, font qu'on est à l'aise dans notre tête. C'est quelque chose qu'on apprécie. Donc avec le recul, je me suis bien rendu compte que j'ai choisi ce métier-là à cause du handicap. Et puis l'outil informatique, enfin le monde numérique, ça gomme aussi les différences. Le monde de l'informatique, moi, d'expérience, c'est un monde que j'apprécie beaucoup parce que les gens qui y travaillent, sans vouloir trop généraliser, c'est un monde qui est plein de gens qui sont créatifs, qui sont curieux, qui sont sensibles. Et donc le fait d'avoir un handicap, pour eux, c'est pas vraiment un problème. En fait, ils remarquent pas, ils vont remarquer Mm. d'autres choses. Ils vont dire, bah, le code que tu as écrit, il est nul, par exemple, mais ils vont pas remarquer le handicap. Donc c'est un endroit qui est agréable aussi pour évoluer. Quand on a un handicap, on se sent à l'aise, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez des aménagements à votre poste? Alors comme j'ai eu ma RQTH après mon embauche, ça n'a pas été motivé par mon handicap, mais je travaille à temps partiel. D'accord. Et c'est quelque chose qui a été accepté sans problème par mon employeur. D'autant plus, maintenant que j'ai une RQTH, la Mm. direction est venue me voir ensuite en disant, bah, est-ce qu'on peut faire d'autres trucs pour toi, voilà. Après, le fait que moi je sois handicapé, ça ne m'est jamais rappelé. Enfin voilà, je travaille comme mes autres collègues, mais on sent quand même que, comme disait tout à l'heure David, il y a cette bienveillance malgré tout, des Mm. gens qui sont attentifs et qui cherchent peut-être à gommer, les problèmes qui feraient que bah, c'est plus dur. Il y a des choses qui sont peut-être plus dures pour nous. Moi, par exemple, ayant un TDAH, je capte toutes les informations qui tournent autour de moi. Donc, j'ai besoin d'un environnement calme et tout ça. Et je suis en open space. Et donc, par exemple, une des choses qu'a fait mon patron, c'est m'acheter un casque Mm. avec annulation de bruit ambiant qui me permet de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Oui, donc un outil qui vous permet effectivement d'être pleinement épanoui dans votre travail sans qu'il y ait d'aménagement très complexe à mettre en place en tout cas. Mm.
Voilà, du fait que j'ai plusieurs handicaps qui parfois se contrarient, ça peut gommer certaines choses. J'ai pas de gros problèmes de concentration, des choses comme ça, parce que j'ai tendance à me focaliser, c'est plutôt la partie TSA, sur des problèmes. Mmh. Euh, mais moi, je me sens à l'aise parce que je sais que la direction et même mes autres collègues, ils sont attentifs à ce qui, moi, pourrait m'empêcher de travailler au mieux de ma capacité. Et du coup, moi, ça me permet de me concentrer là où je suis, sur ce sur quoi je suis un expert, mon travail et le développement, quoi. Oui. Et c'est vrai que quand on a préparé, c'est ce que vous disiez aussi, hein, c'est que le numérique est particulièrement favorable comme environnement, Oui. en lien, vous, avec votre situation, hein, bien sûr, mais vous, vous y Mhm. épanouissez très particulièrement parce que l'environnement est favorable à ça et les missions que vous avez sont favorables à cet épanouissement. Et puis dans mon cursus, j'ai rencontré pas mal, de personnes handicapées, pas qu'avec des problèmes dus aux troubles du neurodéveloppement, mais qui sont dans l'informatique et qui s'y Mm. sentent bien parce que, en fait, et il y a pléthore de personnes un peu en marge de la société, je vais dire, des geeks et des passionnés et des créatifs qui, Oui, s'attachent pas trop aux convenances et du coup, c'est un endroit où on est bien parce que, ouais. voilà, on nous rappelle pas, toutes les 5 minutes que: «Ah oui, tu es différent». Ouais, ouais, ouais. Mais c'était important, on est ravis que vous témoigniez aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est important ce message que vous portez là. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil ou un message donc pour toutes les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui et qui accompagnent des personnes éventuellement en situation de handicap avec des troubles éventuellement qui sont proches des autres et qui voudraient se diriger vers le numérique? Est-ce que vous avez un message éventuellement pour eux ou un conseil? Ouais, alors j'ai réfléchi pas mal à ce que je pouvais dire. C'est vrai que quand on est en situation de handicap, on est souvent confronté à ses limites. Donc c'est un peu difficile, mais moi, ce qui m'a aidé et les gens autour de moi qui m'ont aidé, ils m'ont aidé à me concentrer sur les forces qu'engendrait mon handicap. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, du coup, le TDAH, c'est un peu comme si, vous aviez le cerveau en permanence parasité avec des informations, qui servent à rien, le fait que vous avez un collègue à l'autre bout de l'open space qui est en train d'ouvrir un paquet de biscuits, enfin voilà, des choses comme ça, qui n'ont aucun rapport avec votre travail. Mais du coup, comme on gère une quantité en permanence d'informations assez, importante, ça développe la capacité d'identifier rapidement les informations importantes et ça nous permet aussi d'avoir cette capacité d'abstraction, c'est-à-dire qu'on vous met un problème sous les yeux et presque intuitivement, vous allez dire: «Ah bah, la solution, c'est ça». Pourquoi? Bah, je sais pas, mais en fait, j'analyse ce que j'ai sous les yeux, plus rapidement parce que j'ai l'habitude d'être confronté à une surcharge, d'informations. Donc pour moi, quand on est en situation de handicap, connaître ses limites, c'est très important. Ça permet de savoir comment on a besoin d'être aidé, mais voir aussi dans quelle mesure le handicap nous a entraînés, en fait, à développer d'autres compétences et s'aiguiller vers les métiers qui sont compatibles, c'est encore plus important. Et c'est vrai que, alors moi, je parle du monde du développement parce que c'est mon monde, mais dans tous les aspects du numérique, heu, on peut facilement trouver sa place parce que l'outil informatique, si par exemple j'ai un handicap, moteur et que voilà, je peux pas me servir de mes jambes, bah, mon interlocuteur de l'autre côté, il peut même pas le savoir, quoi. Parce que je parle par email, parce qu'on est en vidéoconférence et parce que, bah, cette différence, elle est gommée. Donc ma force, bah, voilà, si je la trouve, je peux m'en servir et l'informatique après, c'est un espèce de catalyseur de cette force-là. Ben, merci beaucoup Camille pour ce témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Camille On a une tout petite au long question de... pour Camille, Oui, justement. oui. Alors, c'est une Ouais, question de Céline. Quel est le pourcentage de votre temps partiel, s'il vous plaît? je suis à 70. Je fais 24 heures sur 3 jours. Merci. Merci Avec plaisir. beaucoup. On a Kylian qui est avec nous aussi. Donc Kylian, lui, il est étudiant aussi dans le domaine du numérique et ben, il voulait aussi partager son expérience. Kylian, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Bienvenue Kylian. Vous pouvez nous dire un petit peu, vous, quelle formation vous avez suivie? Ouais. En fait, moi, du coup, c'est compliqué, c'est parler de tout ça. Je pensais pas qu'il y aurait Prenez, autant de monde. prenez votre temps, prenez votre temps. On les voit pas, les gens, c'est pas grave. Prenez votre temps. Ouais. Oui, je vois juste 1 sur 7.
Ah oui, non, mais il faut cacher. Mettez un petit Ah non, papier oui. pour cacher les têtes des gens, il n'y a pas de souci. Vous étiez au CESI, c'est ça? Ah, oui, j'avais fait d'abord un BTS service informatique aux organisations en tant que développement, mais en fait, j'avais réalisé que finalement, je me sentais toujours pas assez prêt en fait Mmh. pour rentrer directement dans le monde du travail ou savoir comment continuer. Du coup, j'ai rejoint le CESI, parce que j'avais trouvé une entreprise où j'avais fait un stage voilà, qui était très bien, qui m'avait déjà très bien inclus pendant ce stage. Et voilà, j'ai voulu en profiter pour faire une alternance, pour essayer d'apprendre un peu plus, d'être un peu plus vraiment dans le métier en lui-même. Mmh. Euh, mais c'est là d'où vient à peu près mon problème que je vous avais surtout partagé avec vous quand vous m'avez appelé pour là-dessus. C'est que du coup, finalement, au fur et à mesure, avec le CESI surtout, j'ai beau- plus- j'ai beaucoup plus pu voir ce que représentait vraiment le vrai métier de Mmh. développeur. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on apprend vraiment, ou plutôt ce qu'on a l'impression d'apprendre, euh, en tout cas quand j'ai fait du coup, mon premier BTS là-dessus, c'est complètement différent dans la réalité des choses, en Mmh. fait. Dans Parce la que finalement, pratique. Mmh. ouais, parce qu'en fait, finalement, là où même où quand j'ai fait mon stage, ou quand j'ai commencé mon alternance, j'étais avec une seule personne, avec un seul tuteur, et je faisais des projets à peu près que, que par moi-même, en fait. C'est des projets individuels. Et en fait, avec le CESI, là où je suis à l'école, et Mmh. quand on m'a déplacé au bout de plusieurs mois avec l'équipe complète de développement, Mmh. là, j'ai eu un très grand mal-être, en fait, Mmh. parce que j'étais trop perdu, j'étais pas assez confiant de moi. Ce qui me dérange beaucoup, c'est en fait justement de ne pas avoir cette confiance ou de rater quelque chose, surtout quand c'est en groupe. Et c'est ce Mmh. stress-là qui a été très très difficile pour moi finalement Mmh. en début de première année. Euh, Ouais. c'est à partir de là que du coup mon manager m'avait déjà offert mon mercredi après-midi. Mmh. Euh, Besoin d'un temps aménagé, d'un temps partiel aussi, hein. Ouais. Ouais, parce que du coup, au fur et à mesure, ça s'est avéré compliqué du coup, Mmh. et avec mon entreprise, finalement, j'ai basculé de développeur en équipe support de niveau 1, Oui. là-dessus, auquel mes compétences de développement pouvaient quand même servir, heu, là-dessus, au support du niveau 1, et ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé. Je me sentais quand même beaucoup plus, même si Oui. forcément ça me demandait de me forcer et de parler aux utilisateurs, ce qui a été Oui, tout à fait. compliqué. Ça a quand même été compliqué, mais voilà, j'avais l'impression de beaucoup plus servir à quelque chose, d'être beaucoup plus intégré quand même, parce que je pouvais me forcer à parler quand même à des gens Mmh. et à travailler en groupe sans avoir quand même ce stress immense Mmh. de rater quelque chose, enfin, que le développement me permettait. Ce qui fait que là, actuellement, je suis dans une phase un peu floue, parce que j'ai terminé ma formation du coup de sosie, et Mmh. finalement j'aurais pu continuer, mais je sens que là je suis à bout, et Mmh. Oui, ça vous a demandé à beaucoup bout d'idées. d'efforts. Oui. Mmh. Ouais, c'est Ouais. tellement d'efforts qu'en fait, à un moment, enfin, j'ai dû avoir des arrêts de travail, par Mmh. ma généraliste, par mon psychiatre, à certains moments, parce que du coup, je tenais plus comme ça sans prendre tant de vacances que ça. En fait, mon corps suivait plus, je finissais par avoir des crises de nerfs de plus en plus souvent. On a eu des grandes discussions là-dessus, ce qui m'a valu, après avec la médecine du travail, avoir, un mi-temps thérapeutique, parce que du Ouais. coup, j'étais obligé, on pouvait pas faire sur un contrat d'alternant. Le contrat d'alternant, c'est 35 heures et puis c'est tout. Oui, tout à fait. J'étais Mmh. obligé, on pouvait pas le changer en temps partiel comme ça. Du coup, ça devait être mi-temps thérapeutique, donc ça Mmh. change quelques petites choses. Mais voilà, ça s'est Donc là, globalement arrangé. vous êtes diplômé, c'est ça? Vous êtes allé au bout de cette formation? Heu, là, ça s'est terminé il y a 2 semaines, 2 semaines. actuellement. OK. Ouais, mais du coup, sur le dernier projet, on a raté un petit peu quelque chose. Du coup, je vais D'accord. passer je vais D'accord. passer en rattrapage la semaine prochaine sur un Ça tout marche. dernier, un toute dernière petite chose, mais ça devrait Bon. comment j'ai été très, très mal, mais c'est bon, je me reprends un petit peu, ça devrait le faire. Heu, On croise ça les doigts devrait pour ce rattrapage, mais ouais. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a eu des aménagements à la fois sur le fond et sur la forme, donc sur le temps de travail, et puis aussi sur les missions, hein, finalement, qui ont pu être révisées en cours de route, où on vous a basculé sur d'autres missions pour pouvoir s'adapter à votre situation, c'est ça?
C'est ça. Et Mmh. ce qui est d'ailleurs un petit peu compliqué, en fait, d'avoir ce. On m'a surtout dit, surtout par mon manager, que le métier que je faisais actuellement était un métier qui n'existait pas. Le fait Ah d'être d'accord. le fait d'être techniquement développeur, mais de faire du Oui. travail de support, parce que techniquement, enfin, voilà, le support de niveau 1, c'est dès qu'il y a quelque chose qui demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intégrer toutes ces références-là, bah, à chaque fois, il fallait qu'il demande à un développeur de déranger le Mmh. développeur, qui passe du temps là-dessus. Ça dérange ses projets, ça dérange son planning qui s'était prévu. Voilà, sur l'agile, c'est du temps qui était pas prévu. Et Ouais. moi, du coup, j'étais capable de le faire et d'économiser du temps, à déran justement, c'est ça que j'aimais bien, c'était que je pouvais prendre le travail sur moi et d'éviter de déranger les autres. Mmh. C'est quelque chose auquel je me sens le mieux à faire, tant que ça dérange pas trop les autres. Et c'est ce qui actuellement est compliqué pour moi de trouver, un là, actuellement, un nouvel emploi. Parce que du C'est coup, ça, un je employeur. cherche Mmh. déjà depuis un petit moment, mais des offres d'emploi qui se trouvent exactement là-dessus, où je peux vraiment servir. Déjà des offres d'emploi souvent, je trouve rien, mais rien du tout enfin sur des postes qui recherchent du temps partiel, ils veulent que des temps pleins. Forcément, Mmh. du coup, d'avoir ce mix-là, en fait, moi, actuellement, je suis un petit peu complètement perdu sur quoi rechercher après. Bah, on fait un appel à toutes les personnes qui nous écoutent là dans le réseau, en tout cas pour la suite, Ça pour peut, Kylian. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup Kylian pour ces témoignages. C'est important aussi de voir les difficultés parfois et que effectivement c'est pas toujours linéaire et c'est pas toujours simple. Merci beaucoup Kylian. On a Florian qui est avec nous et justement qui lui accompagne des jeunes qui veulent aller dans le supérieur, se former, alors pas que au numérique, mais on trouvait ça très important que Florian puisse témoigner aujourd'hui. Bonjour Florian. Bonjour, bonjour Alexandra, bonjour à tous. Mhm. Donc, du coup, là, je vais partager un petit diaporama. Je ne sais pas si vous l'avez bien reçu tous là. Oui, on le voit bien. Parfait, alors très bien. Donc, du coup, moi, je suis Florent Sirich. Donc, je suis job coach dans l'association DISUP. J'accompagne des étudiants qui sont en situation de handicap. Ceux que j'accompagne sont tous autistes, c'est leur particularité. Sauf que moi aussi, je suis autiste, voilà, accessoirement. Et en fait, on va accompagner les jeunes qui sont en situation de handicap à partir de la terminale pour être sûr qu'ils réussissent leur transition vers le supérieur, en fait. On va travailler l'orientation, on va travailler Parcoursup, on va travailler avec le Crous, avec les établissements d'enseignement supérieur. On fait le lien pour que tout se passe bien, au mieux pour le jeune. Puis ensuite, on les accompagne durant toutes les études. Donc là, c'est de la même façon, on travaille à tous les niveaux. Donc, on va être en lien avec tous les établissements d'enseignement supérieur. On est en lien avec les familles. On fait lien avec tous les établissements médico-sociaux aussi. Le jeune, en fait, il est au cœur de son propre projet, qu'on essaie de l'aider à mettre au point et à réussir, tout simplement. Donc, on fait en sorte que sa vie étudiante soit réussie, que sa vie étudiante, sa vie sociale se passe bien aussi. Pour lui, on va faire en sorte qu'il y ait des ateliers de club-jeux, de société, de théâtre, de danse, des sorties culturelles, des formations sur le handicap. En fait, on fait plein de choses autour du jeune. On fait en sorte que tout se passe bien pour lui. On essaie de faire en sorte aussi que ces expériences en entreprise se passent bien. On a un grand nombre de partenaires qui sont là pour nous aider pour ça. On organise 2 forums dans l'année, donc il y en a un bientôt, on pourra en parler ensemble, Kylian, juste après. Donc, où il y aura une trentaine d'entreprises qui seront là, donc des grandes entreprises comme Total, Thales, la Matmut, Crédit Agricole, enfin des grandes entreprises qui sont là pour accueillir des jeunes en situation de handicap, pour les recevoir en stage, en alternance, en emploi. Puis, de la même façon, on fait en sorte que tout se passe bien. On est présent avec les entreprises du début à la fin, comme on l'est avec le jeune. Et l'idée, c'est que les 700 jeunes qu'on accompagne tous actuellement soient heureux dans leur vie étudiante et qu'ils puissent réussir justement à obtenir le job qui leur conviendra ensuite. Et là, je vais vous parler de 3 petits exemples qui sont liés justement à l'activité numérique. Donc, le premier, c'est Parcoursup, parce que tout jeune qui va vers le supérieur doit en passer par là. Cette grande épreuve de Parcoursup, c'est complexe pour tout le monde, ça, il n'y a pas photo, c'est très complexe. Mais pour une personne en situation de handicap, ça l'est encore plus. Alors moi, je vous ai mis un petit screen tout simple. C'est-à-dire qu'en termes d'accessibilité, Parcoursup se note en AA, 97,5% sur le AAA. Donc tout a l'air génial. Mais il y a ce qu'il y a sur le papier et il y a la réalité. Et par exemple, sur Parcoursup, vous devez passer par des projets motivés. Donc rédiger un texte où vous devez expliquer votre motivation. Derrière, c'est une machine qui travaille, une machine qui marche par des mots-clés, tout un processus assez complexe. Nous, on aide les jeunes justement à passer ce processus, à faire en sorte que ça se passe bien. Mais pour le coup, les jeunes, quand vous avez un jeune qui va être dyslexique, l'orthographe, ça va être difficile. Je fais un raccourci, mais c'est un fait. Un jeune qui va être autiste, se vendre, c'est compliqué. Un jeune qui va avoir un trouble psychique, qui va avoir des traitements lourds de la même façon, se vendre, c'est compliqué. Les jeunes qui se déprécient, il y en a énormément aussi. Donc en fait, Parcoursup, c'est un système qui est fait pour
presque tout le monde, mais pas pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention quand on accompagne des jeunes qui vont reprendre des études à ce qu'ils réussissent vraiment cette phase-là. Un second exemple, c'est celui-là, c'est lire couleur. Donc, en fait, il y a 3 semaines, j'ai reçu L'Oréal, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. 20 ans, diagnostiquée avec une dyslexie depuis l'âge de 6 ans. Il se trouve qu'elle est aussi autiste. Mais depuis 14 ans qu'elle a un parcours, qu'elle a suivi par des orthophonistes, elle est toujours en difficulté pour lire, pour comprendre, pour apprendre. Et donc, en échangeant tout simplement, je lui ai demandé quelle police d'écriture elle utilisait. Et il se trouve qu'en fait, dans son parcours de soins, personne ne lui avait jamais parlé de police d'écriture spécifique. Donc, on a fait quelques petits tests. Donc là, sur le petit site en ligne, tout simplement, que je propose là. Et puis, premier exemple, donc les syllabes sont soulignées, ça ne l'a pas aidé du tout. Les syllabes en rouge et bleu, pareillement, ça ne l'a pas aidé. Puis là, dernier exemple en dessous, là, tout d'un coup, elle me dit, mais en fait, maintenant, j'arrive à lire. Puis en plus, j'arrive à apprendre. Et là, mais en fait, son monde, il est révolutionné complètement. Pour un petit truc, ça paraît pas grand-chose, mais au final, pour elle, cette évolution numérique, elle est incroyable. Et elle va pouvoir changer complètement sa façon de travailler, de s'organiser, parce que maintenant, elle a ça. Donc, de la même façon, c'est très important d'avoir dans sa petite mallette, en fait, des tonnes d'outils numériques à pouvoir proposer aux jeunes, parce que même si ça paraît évident qu'ils le connaissent, dans les faits, ils ne le connaissent pas forcément. Et puis, un dernier petit exemple, c'est celui de Khaled. Donc, Khaled, c'est un jeune que j'accompagne, donc qui est dyslexique, autiste, pas mal d'autres formes de handicap en plus. Mais le problème pour lui, c'est dès qu'on lui demande de rédiger, c'est complexe. C'est-à-dire que il a des capacités qui sont géniales. Il a des capacités d'apprentissage incroyables, il comprend tout très très bien, mais quand il est question de rédiger, là, c'est la catastrophe. Il va faire des pavés énormes qui partiront dans tous les sens, qui ne seront pas du tout bien faits. Et lui, il a trouvé deux solutions numériques. Donc la première, tout simplement, c'est la dictée vocale, dont il sert de Cortana sur Windows. Et l'idée est simple, en fait, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus de faute d'orthographe, puisque c'est l'ordinateur qui va écrire pour lui. Et à côté de ça, il se sert de ChatGPT. Donc on entend souvent parler comme étant un grand méchant qui permet de rédiger quand on ne sait pas. Sauf que lui, il sait, mais il ne sait pas rédiger. Et au final, comme il a la capacité à comprendre parfaitement ChatGPT, il lui dit exactement ce qu'il veut grâce à Cortana. Et derrière, ChatGPT lui renvoie exactement ce qu'il aurait dit. Ce qui fait que sa situation de handicap disparaît complètement et que le travail qu'il rend, en fait, est parfait. Parce que justement, lui, tout ce qu'il avait dans la tête, c'était parfait. Voilà, ces 3 petites situations que je vous présentais. Merci beaucoup. J'ai une petite question, Florian. Dans les gens qui nous écoutent, là, qui sont avec nous aujourd'hui, beaucoup accompagnent des publics qui peut-être envisagent d'aller dans le supérieur pour se former au numérique. Ils peuvent prendre attache avec Handisup? Comment ça se passe? Alors oui, tout à fait. Nous, en fait, on accompagne les jeunes à partir du moment où ils sont dans le supérieur, ou alors à partir de la terminale, et que l'objectif, c'est le supérieur. Donc, à partir du moment où ils sont inscrits en établissement supérieur, nous, on peut accompagner, ça ne pose pas de souci. D'accord, Voilà. ça Il n'y a pas marche. besoin de RQTH non plus. Le handicap, nous, on aide les jeunes à faire leur RQTH. Certains n'en veulent pas du tout. Ça peut arriver aussi, mais on accompagne quand même, ce n'est pas un souci du tout. Et je vois qu'il y a la D'accord, question pour la dictée vocale, oui, c'est oui, Cortana. c'est ça. Voilà, comme ça écrit à la fin. Ça marche. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous en Euh, prie. Vous l'avez compris, du coup, Florian a très bien introduit la deuxième thématique de ce webinaire, qui sont les outils. Et donc là, je vais passer la main à Maria. Je vais repartager mon écran, puisque c'est Pascal Lobréau qui va nous rejoindre pour nous parler d'outils et d'adaptation. Absolument. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure la ressource handicap formation avec ses 4 différents volets. Et donc, je vous ai bien spécifié que l'ALFEP est un prestataire externe à l'AGFIP qui porte les volets compensation et accessibilité en Normandie. Donc, je vais donner la main à Pascal pour qu'elle puisse vous présenter quelques exemples de compensation. Oui, bonjour. Alors, effectivement, je vais essayer de faire court aussi, mais je vais essayer de vous appâter peut-être un petit peu aussi sur les outils que je vais vous présenter. Donc, je vais juste vous présenter 2 petites slides avec quelques exemples, mais après, on va aller dans le concret et je vais vous faire quelques petites démonstrations. J'espère que ça va bien marcher pour vous montrer un petit peu voilà, ce que l'on peut faire avec les outils numériques. Donc, avec quelques petits exemples de compensation sur des logiciels, que ce soit d'aide à la lecture, d'aide à l'écriture, des aides à l'organisation, des outils complets. Alors là, quand on parle d'outils, on est aussi bien sur des outils gratuits que des outils payants. Donc, vous avez un petit peu de tout. Donc, il y a la possibilité d'aller voir un petit peu, de vérifier. Mais voilà, donc, et c'est vrai que ça fait bien le lien avec ce que Florian disait juste avant, puisque on a la possibilité de faciliter
un petit peu les choses par rapport à tout ça. Donc ça, c'est voilà, quelques exemples de logiciels. Sur la deuxième slide, Maria, Oui, je te laisse passer l'autre. Ah oui, bah, excuse-moi. c'est toi qui as la main. Oui, oui, oui. Donc sur cette slide-là, donc autre exemple d'outils qu'on peut vous présenter, enfin qui sont utilisables. Il y a une clé USB 10. C'est un outil très complet. C'est une clé nomade, donc qui permet de travailler qui regroupe un certain nombre de logiciels. Donc ça peut être aussi très intéressant. Tout ce qui est souris et règle scan, donc qui permet effectivement de rencontrer moins de difficultés à la lecture des documents. Des stylos, donc des stylos numériques qui peuvent enregistrer. Donc vous passez le stylo sur une phrase et donc ça vous le dicte, ça peut même éventuellement aussi vous le mettre sur votre ordinateur. Et alors, vous avez le clavier RD2 Tool 10, alors que vous avez peut-être déjà vu. Donc, ce sont des touches couleurs. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ça a été créé par un jeune homme breton, je crois, dyslexique, voilà, qui effectivement a trouvé que ça lui facilitait énormément les choses. Et donc, je veux bien que tu arrêtes le partage, Maria. Comme ça, je vais moi partager. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de ce que l'on peut faire. Alors, je vais vous présenter des outils gratuits qui vont voilà, enfin, permettre à des personnes avec des troubles cognitifs éventuellement de mieux comprendre, de mieux lire, de mieux réagir, interagir avec l'écrit. Donc, on a, alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas présenté avant, mais c'est la barre Studies. Donc, en fait, la barre Studies, c'est un outil totalement gratuit. C'est une extension de Word, donc qui est à télécharger. Vous avez plusieurs niveaux. Donc, moi, je crois que là, j'ai un niveau collège, mais ça peut, même dans le niveau collège, donc ça peut beaucoup vous aider. Alors, quand vous voyez les choses, vous vous dites, oui, c'est une barre Word tout à fait classique, sauf que vous avez beaucoup plus d'éléments ici, donc pour vous permettre de passer sur certaines choses. Donc, je vous ai mis un document, voilà, RHF, voilà, pour travailler rapidement dessus. On va commencer par la droite pour vous montrer un petit peu. Je vais pas tout faire, vous inquiétez pas. Alors, voilà. Donc, dans l'affichage, par exemple, ce qui peut être intéressant quand vous avez un texte pour des personnes qui peuvent être en difficulté, vous avez donc un lecteur immersif qui vous permet de faire de l'espacement dans le texte, des syllabes, de découper les syllabes, qui vous permet également, voilà, parce que souvent un texte, voilà, c'est le côté complexe, c'est tout se mélange un petit peu, c'est de pouvoir avoir donc une règle de lecture pour faciliter donc un petit peu les choses. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être très intéressant par rapport à ça. Vous avez donc la possibilité de faire lire, enfin voilà, de lire le texte, voilà, de l'écouter à voix haute, parce que bah, parfois, alors souvent, les personnes qui ont des troubles des apprentissages ont développé donc des moyens de compensation, et ces moyens de compensation peuvent être en lien avec la mémoire. Donc, écouter un texte peut leur permettre aussi voilà, de faire les choses plus facilement. Donc, vous avez la lecture à voix haute ici. Vous avez la possibilité au niveau des langues de prendre un paragraphe, une page, un texte et de le faire traduire donc dans une langue étrangère. Donc ça peut être aussi intéressant parce qu'on sait que l'anglais pour des personnes dyslexiques, c'est souvent très compliqué. On est dans une langue voilà, qui est pas simple. Voilà un petit peu pour vous montrer un petit peu au niveau des sciences.
Vous avez donc les possibilités voilà, d'afficher un certain nombre de schémas, etc. Donc, ce qui concerne voilà, les sciences. En histoire, vous avez la possibilité de travailler sur des frises avec des couleurs. Donc, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Sur les fractions, pareil, hein, parce que ça peut être compliqué aussi, donc de mettre en place les fractions. En mathématiques, ce qui peut être pas mal, c'est au niveau des opérations, c'est-à-dire que on vous pose avec des petits carrés des opérations. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de facilitant un petit peu donc pour les personnes qui peuvent être en difficulté. Alors, j'arrive pas. Allez, voilà. Texte, voilà. Tout à l'heure, on voyait lire couleur, hein. Donc, effectivement, lire couleur est aussi une extension. Vous avez la possibilité de soit de colorier les lignes, par exemple. Voilà. Donc, ça vous met les lignes en couleur. Mais ça peut être aussi colorier les mots. Voilà. Pour faciliter aussi la lecture. Donc, vous avez vraiment quelque chose, un outil assez complet qui vous permet donc de faciliter un petit peu les choses au niveau des apprentissages. Et je voudrais donc partager très rapidement également plutôt là des extensions Chrome. Donc, c'est des choses qui sont aussi totalement gratuites. Je vais prendre ma page web. Voilà, normalement. Voilà. Donc, quand vous allez sur, voilà, on va prendre l'exemple de la page Google. Vous avez ici, vous l'avez tous, hein, la petite pièce de puzzle où vous pouvez donc accéder et voilà, voir un petit peu quelles sont les extensions qu'on peut vous proposer. Donc, moi, j'en ai téléchargé un certain nombre. Je vais vous en montrer deux, trois, pas plus. Je vais vous montrer l'exemple là. Alors, du nettoyage d'un texte. Quand vous avez un texte sur Internet, souvent, il y a énormément de publicité. Voilà, il y a plein de choses qui parasitent la lecture et ça peut compliquer justement pour une personne voilà, qui a des troubles des apprentissages. Donc, il existe. Voilà, alors, je vais pousser. Voilà. Je reprends parce que je ne le voyais pas. Vous avez Reader Mode, qui est cette extension qui vous permet de nettoyer une page. Ça arrive tout de suite. Voilà, et donc vous avez uniquement le texte. Bon, il y a la photo associée au texte, mais uniquement le texte sans tout ce qui pourrait parasiter la lecture, voilà, qui peut être foncièrement gênant, on va dire. Je vais ensuite, alors, je vais revenir en arrière puisque je vais reprendre un autre exemple. Je vais fermer cette page, comme ça, ce sera plus simple. Alors là, je suis sur une page où, voilà, Wikipédia, qui me donne un certain nombre d'éléments. Je peux également, on en a parlé un petit peu, l'écriture open dyslexique, qui ne correspond pas forcément à tout le monde, hein. C'est pas quelque chose voilà, mais vous pouvez effectivement changer tous vos textes Internet, donc que vous trouvez toutes les pages. Vous pouvez donc faire cette correction donc, avec l'écriture open dyslexique. Vous avez également cette fameuse règle de lecture, voilà, qui peut effectivement faciliter donc, la lecture d'un certain nombre de choses. Alors là, je ne vais pas forcément vous le montrer parce que je ne suis pas sûre d'avoir fait les bonnes manipulations pour écouter les choses, mais vous avez Natural Reader qui vous donne la possibilité de lire, voilà, de faire lire le texte à la vitesse à laquelle que vous souhaitez. Donc, ça vous permet un petit peu donc, un certain nombre de choses. Voilà un petit peu. Donc, tout ça, tout ce que je vous ai proposé là, ce sont des choses donc entièrement gratuites
qui sont accessibles à tous. Après, il faut essayer, il faut voir un petit peu ce qui correspond à la personne, puisqu'un trouble cognitif ne fait pas l'autre. Donc, ça permet un petit peu de voir tout ça. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement. Merci beaucoup, Pascal. Je me permets justement, on avait une question là-dessus de DG dans le chat. Comment, et est-ce que c'est vous, qui déterminez le meilleur matériel ou outil selon le handicap de la personne? Alors, moi, je ne suis pas orthophoniste. Donc, si on est sur des troubles cognitifs, non, c'est pas moi. Après, souvent, de toute façon, souvent en plus, quand il y a une demande de RQTH, quand il y a une reconnaissance, c'est qu'il y a eu un suivi orthophonique à un moment donné. Donc, les orthophonistes vont être en capacité de dire en fonction de la personne qu'est-ce qui va le mieux leur convenir. Mais après, comme le disait Florian tout à l'heure, c'est une très bonne méthode aussi, c'est à la personne de dire ce qui lui convient. C'est de lui proposer différentes compensations, différents aménagements, et puis c'est elle qui va effectivement dire, ben non, ça ne me convient pas, cette écriture-là ne me va pas, les couleurs, ça ne me va pas. Donc voilà, mais nous, on n'est pas en capacité, on n'a pas les compétences pour dire, identifier plus précisément. C'est à la personne elle-même ou à un professionnel du médical, paramédical qui peut identifier ce type de choses. Merci. Maria, je te laisse la main. Je vais repartager les slides sur compétences numériques. Existence numérique. Super, merci beaucoup. Donc, je vous ai introduit tout à l'heure le projet Existence numérique, qui est en fait une collaboration AGFIP Université de Rouen, IUT de Rouen, qui est aussi rattaché à l'université, ainsi que le laboratoire LITIS sur les technologies de l'information. Alors juste, je pense que ça va de soi, mais pour vous resituer un petit peu, l'AGFIP, c'est une association loi 1901 qui accompagne les entreprises, les centres de formation, également les personnes en situation de handicap, pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc, on a une offre de services assez vaste, avec notamment plusieurs aides financières qui permettent de répondre à différents besoins. Alors, donc je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment de ce projet. On est parti d'un constat, donc d'un besoin d'accompagnement plus basique, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment reprendre les bases pour les personnes en situation d'électronisme, qu'elles soient au sein de centres de formation, donc pour des apprenants, pour des salariés également, pour des personnes qui ne sont peut-être pas salariés ni apprenants, mais qui en tout cas ont besoin d'utiliser les outils numériques dans leur vie quotidienne. Et donc, on a travaillé ensemble, donc avec notamment la création de l'identité visuelle d'existence numérique. On a essayé de prendre en compte autant que possible les critères d'accessibilité. Alors, on s'est basé pour cela sur le RG2A, qui est le référentiel accessibilité numérique. Et donc, on a vraiment, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on a vraiment combiné notre expertise accessibilité handicap avec l'expertise de l'Université de Rouen sur le volet informatique, programmation, développement, etc. Donc, je vais donner la parole à Catherine Roméo qui va pouvoir se présenter, qui est maître de conférence au sein de l'IUT de Rouen. Et on va vous présenter également l'équipe Existence numérique. Voilà, avec les différentes fonctionnalités qui existent sur la plateforme. Catherine, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. C'est parfait. D'accord. Voilà, donc je suis maître de conférence et je travaille sur un projet d'accessibilité à la culture des personnes aveugles et malvoyantes et aussi leur déplacement à l'intérieur des bâtiments, aussi à l'extérieur. Voilà, donc on a tout de suite coopéré avec Maria et on a mis des étudiants donc en stage, 4 étudiants. Voilà, pour cette plateforme, pour faciliter l'accès au numérique parce qu'on est conscient de la fracture numérique qui se creuse de plus en plus. Et donc, on a ciblé des compétences très, très basiques. Voilà, la plateforme est encore en test, on va dire. On a encore les derniers ajustements de présentation. Donc là, vous pouvez quand même y accéder avec l'adresse que vous voyez ici, existence-numérique.fr.
avec un /index.php. Donc, c'est le point de départ du site web qu'on a mis sur la plateforme. Voilà, donc on donne des clés en matière d'accessibilité. Alors, donc, on insiste, c'est un outil gratuit, pas d'engagement, pas de compte à créer. Il y a des liens hypertextes pour aller d'une page à l'autre et des tutoriels, des vidéos. Et donc, on essaie de nous adapter pour tout type de handicap. Pour cela, on a donc, vous voyez sur la photo, donc nos stagiaires, on a fait une rencontre avec Social Cafétéria Signe, donc pour les malentendants et donc les sourds. On a contacté donc des personnes aveugles. Voilà. Donc, est-ce que tu peux passer, voilà. Pour la charte graphique, donc, on a suivi les recommandations classiques. Le contraste doit être important. L'inclusion des polices faciles à lire. Donc, on a aussi inclus le Open Dyslexic, dont on a parlé tout à l'heure. Le logo doit être reconnaissable et entièrement visible. Vous voyez en bas, donc, quand on change le contraste, on peut mettre donc, le fond en noir, l'écriture en blanc. Mais on est ouvert aussi à toute suggestion. Donc, on peut continuer. Et juste pour rebondir sur ce que tu voilà. viens de dire, pardon Catherine, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc effectivement, on est ouvert à toute suggestion et on a aussi de nouvelles fonctionnalités qui sont en cours, notamment tout ce qui est synthèse vocale, etc. Ça va prendre un peu Oui. plus de temps, mais c'est bien prévu. Voilà. Oui. La diapo d'avant. Voilà. Donc, on a utilisé le code couleur. Vous savez, donc, pour s'adresser à tout le monde, la couleur ne suffit pas. Donc, pour les thèmes choisis, on a aussi le texte. Donc, il faut lire quand on n'entend pas et quand on ne voit pas bien les couleurs. Et aussi repérage avec des illustrations, donc pour un peu des repères. Voilà, et donc la prochaine diapo. Voilà nos tutoriels. Donc sur la première page, vous pouvez trouver les tutoriels à la une, mais elles sont aussi, on peut les retrouver aussi par thème, donc avec les codes couleurs dont j'ai parlé. Nous avons une chaîne YouTube où on a mis à peu près 40 tutoriels déjà avec un stage donc de 2 mois de 4 personnes. Voilà, les vidéos sont explicatives. On a ajouté la synthèse vocale pour qu'on puisse donc suivre les tutoriels. Les tutoriels sont simplifiés. On a mis des textes pour les lecteurs d'écran et aussi, donc après la vidéo, et aussi les PDF téléchargeables pour pouvoir donc prendre son temps pour apprendre. Voilà. Et donc, les vidéos, comme vous les voyez, donc il y a du texte sur l'écran pour ceux qui n'entendent pas. Et on voit aussi la souris se déplacer. La synthèse vocale lit donc ce qui est écrit et aussi donne des explications. Voilà. Et donc, on a la possibilité de regarder ces tutoriels sur la chaîne YouTube. On a ajouté un glossaire, donc par ordre alphabétique, donc on explique les termes techniques. On essaye de faire avec un français facile à lire, mais ce n'est pas toujours évident pour les termes techniques. On va retravailler donc avec Maria, donc le contenu reste évolutif. Oui, tout à fait. C'est en cours. Donc là, pour l'instant, si jamais Voilà. vous accédez à la plateforme maintenant, sachez que c'est encore en cours d'évolution et que, par exemple, le glossaire, pour vous donner un exemple, n'est pas encore en FALC. Donc, on est en train d'y Voilà. travailler. Mais en tout cas, notre but, c'est vraiment l'accessibilité à 100% n'existe pas. Mais notre but, c'est vraiment de développer le projet de manière qualitative chaque jour. Voilà. Et en essayant de prendre en compte l'accessibilité autant que possible. Voilà, donc la foire aux questions, c'est pour les questions courantes. Donc, voilà, le contenu reste évolutif. Et donc, on a mis un formulaire de contact sur la page à propos pour que les utilisateurs puissent donner leur avis, pour qu'ils puissent donner leurs suggestions. Voilà. Et donc, finalement, voilà, on a essayé de traduire en plusieurs langues. Donc,
mais que les pages principales hein, pour le moment. Vous voyez la page en espagnol là. On n'a pas tout traduit, donc c'est en cours. Et finalement, donc le chatbot pour trouver les thèmes et aider les apprenants. Je vais donc passer la main à Suna Niang qui est à côté de moi. Voilà. Il va vous faire une toute petite démonstration du chatbot sur le site. Est-ce que tu arrives à partager? Bonjour tout le monde. Bonjour Suna. Vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Moi, c'est Sunanya. Je pense que Maria m'a déjà présenté. Et je faisais partie des stagiaires qui ont mis en place la plateforme Existence numérique, dont je remercie de passage Madame Catherine et aussi Maria pour l'opportunité qu'ils nous ont donné de faire ce stage. C'était un projet passionnant pour nous parce que ça nous a permis de développer nos compétences, mais aussi de faire quelque chose qui sera utile aux gens, en fait. Donc, comme l'a si bien dit Madame Catherine, la plateforme est dotée d'un chatbot qui permettra aux utilisateurs par exemple, de naviguer dans le site de manière beaucoup plus conviviale et beaucoup plus facile. Et je vais essayer de partager mon écran pour faire une petite démonstration des questions qui sont censées poser au chatbot. Non. En attendant que Suna puisse partager son écran, Ouais. Ou Catherine peut-être, je vais vous rappeler rapidement ce qu'est un chatbot. Donc, c'est un robot, une fonctionnalité intégrée à un site qui permet de dialoguer directement avec l'utilisateur. Donc, vous avez certainement déjà communiqué avec un chatbot sur des sites gouvernementaux, par exemple. Et donc, ça va répondre à vos questions. Voilà, donc je laisse Suna continuer. Super. Merci, Maria. En fait, le chatbot, c'est comme l'a dit Maria, c'est comme ChatGPT, en fait. Ça permet de répondre à des questions qui permettra aux utilisateurs, par exemple, de savoir comment regarder des vidéos qui permettent de changer un mot de passe ou bien ces genres de questions comme ça. Je vais juste poser quelques questions. Par exemple, je vais essayer de demander comment créer un compte Amélie. Et voilà, il a répondu pour trouver des vidéos sur comment créer un compte Amélie. Allez à la page ressources et défiler en bas jusqu'à la thématique administrative où vous pouvez trouver des vidéos. En fait, aussi, le chatbot, la particularité est que ça permet de générer des liens qui permettent d'aller directement dans la page qui a les vidéos. Donc, ça permet de ne pas être là à cliquer sur des boutons parce que parfois, ça prend trop de temps. Donc, si je clique sur, vous pouvez cliquer le lien, normalement, ça s'ouvre. Et là, on est à la page administrative. Et quand je défile en bas, il y a aussi la vidéo qui montre comment créer un compte Amélie. Voilà. Je vais aussi poser une autre question, par exemple, comment créer un mot de passe sécurisé. Voilà, il répondit. Pour trouver des vidéos sur comment créer un mot de passe sécurisé, allez à la page ressources et suivez jusqu'en bas. Tout le temps, si les vidéos sont disponibles, il va vous envoyer ce message et vous envoie directement le lien. Maintenant, si je clique sur le lien qui est en jaune là, il va m'amener à la thématique sécurité. Et ici, je pourrais voir des vidéos qui permettent de créer un mot de passe sécurisé, récupérer un mot de passe extra. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est juste des questions comme ça et que le chatbot aussi, il a la capacité de répondre dans diverses langues, par exemple en anglais et aussi en allemand. Donc, c'est pour augmenter l'inclusion et que, comme on l'a si bien dit aussi, il est toujours en développement parce que pour qu'il puisse fonctionner de manière beaucoup plus, pour qu'il puisse répondre des questions beaucoup plus diverses, il faudra avoir une quantité suffisante de données et qu'il est en production. Donc, une fois qu'on aura une quantité suffisante de données, ça pourra étendre son champ de réponse et que ça permettra de répondre à diverses questions. Voilà, c'était ça. Si vous avez des questions, je vais passer la parole à Madame. Merci beaucoup, Suna. C'était très, très intéressant. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin présenter ce projet sur lequel on travaille depuis déjà depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas. Merci de poser vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou à lever la main.
En tout cas, pour compléter ce que vient de dire Suna, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un système de renvoi, comme il vient de vous le montrer. C'est-à-dire que même dans le chatbot, on va vous renvoyer sur un lien utile qui est présent sur la plateforme. Et donc, en fait, on ne vous renvoie pas vers des liens externes. Vous allez toujours avoir une possibilité de trouver une solution à votre problème grâce à, par exemple, à notre glossaire, à nos différentes rubriques qui sont classées par code couleur et donc par différentes thématiques. Mais en tout cas, vous allez toujours trouver votre réponse sur le site. Donc, c'est également le cas dans les fiches techniques dont a parlé Catherine tout à l'heure, qui viennent compléter en fait les tutos simplifiés qui sont mis sur le site. Donc, vous avez aussi donc, ces fiches techniques pour une personne pour qui il sera plus simple de lire, elle pourra les utiliser. Et pour une personne qui a besoin plus de visionner une vidéo explicative, elle pourra aussi s'en servir. Ou les deux. Voilà. En tout cas, je pense que toute l'équipe Existence Numérique et tous les intervenants ont vraiment envie d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, des pistes d'amélioration ou à nous dire si concrètement c'est un outil que vous pourrez utiliser. Il y a plein de situations qui peuvent... ça peut vous aider dans plein de situations si vous accompagnez notamment des personnes en situation de handicap, mais pas que, des personnes en situation d'électronisme, ou tout simplement si vous avez besoin d'un contenu simplifié en lien avec le numérique. Est-ce que Catherine, tu voulais rajouter quelque chose sur ce projet? Je remercie bien sûr les stagiaires qui ont bien travaillé et ils cherchent des alternances. Donc, si vous connaissez des entreprises, faites-le. On nous demande si le site est en ligne. Avec le lien que je vous ai donné. Oui, donc vous pouvez y aller, hein, bien sûr, au contraire. Oui, vous pouvez tout à fait accéder au site grâce au lien que Catherine vous a donné tout à l'heure et qui sera également fourni avec le support. Alors là, c'est un travail qui est en cours, donc on ne fait pas encore de communication à grande échelle, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un feedback, un petit retour et à nous dire si vous voyez des pistes d'amélioration. Voilà, le glossaire n'est pas encore en FALC, mais en tout cas, on voulait vous donner un aperçu et une possibilité de réfléchir à des pistes d'évolution. Merci. On arrive à la fin de ce webinaire. On a pris un peu de retard, mais c'était important de prendre le temps, je pense. De toute façon, on va envoyer le replay à tout le monde. Donc, vous aurez tous le replay, vous aurez tous le support. Moi, je vais adresser un immense merci à tous les contributeurs de ce webinaire et puis à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir participé nombreux et pour vos questions, pour votre participation. C'était un vrai plaisir. Et on est à votre disposition pour toute question complémentaire, bien sûr. Et également, je voudrais aussi vraiment remercier sincèrement tous les participants à ce webinaire, tous les intervenants. Et je trouve que c'était très complet, donc je suis très contente d'avoir pu mener ce webinaire avec toi, Alexandra. Super. Le plaisir était partagé. Merci à tous.